La news d'aujourd'hui, c'est donc la réouverture du cinéma, le 19 mai, bien sûr, il fallait en parler. Cette réouverture, pour moi, elle m'inspire, je pense, 3 choses, grosso modo. La première, c'est que, dès qu'on m'a dit que les cinémas réouvraient, je me suis dit, dans quel ordre et dans quelle hiérarchie? C'est-à-dire qu'au-delà du côté sanitaire, qui va évidemment être complexe, et à mon avis, on va pas regoûter au cinéma à la Walou tout de suite, où tout le monde, les salles vont être saturées, ainsi de suite. On va avoir plein de normes de sanitaires extrêmement lourdes qui vont être appliquées. Mais personnellement, je trouve que ces normes auraient pu être appliquées depuis longtemps. Donc, j'ai envie de dire, enfin on réouvre, et si on doit mettre que 20 personnes, je caricature, que 100 personnes sur des salles de 300 personnes, je trouve qu'on sera largement dans les clous des normes sanitaires telles qu'elles ont été appliquées cette dernière année folle de pandémie. Donc, pour moi, ça, c'est pas vraiment un sujet. Le sujet, c'est plutôt dans quelle hiérarchie les films vont sortir. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le cinéma fonctionne par cycle et par saison. On a donc les blockbusters de l'été, on a une partie des blockbusters qui vraiment entament l'été, qui sont supposés tenir tout l'été, donc c'est ceux qui sortent en fin mai, la mi-mai, fin mai, et qui sont censés tenir juin, juillet, août, carrément quand ça cartonne, parce que la réalité c'est qu'en juillet, août, notamment en Europe, les cinémas sont dans une fluctuation très forte des gens qui viennent, c'est souvent les gens partent en vacances, c'est pas le moment où ça tape le plus, le moment où ça tape le plus c'est les pré-vacances, c'est donc mai-juin. Là, les blockbusters sont supposés arriver en force et drainer le public vers les cinémas. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on sort les très très gros films dans cette période-là, parce que les gens vont voir un film ou deux, mais ils vont voir tous les mêmes films. Je caricature, la proportion est terrible. Vous avez des très très bons chiffres là-dessus, sur IMDb, sur Allociné évidemment, beaucoup de Box Office Mojo, bref, beaucoup de sites vous montrent ça de manière très claire. Ça fait des années que les blockbusters cartonnent et que ce sont eux les grands gagnants de la bataille du cinéma de l'été. Donc, on a des grosses périodes dans l'année comme ça. On sait que le cinéma d'auteur, en général en Europe, c'est plutôt février. Moi qui au départ, c'était plutôt janvier-février, et de plus en plus maintenant, janvier est mangé par les films de Noël, décembre. Et dès mars, on a les pré-blockbusters qui arrivent déjà. Ceux qui on ne sait pas trop où les mettre, quand il y a des problèmes de production. Souvenez-vous, je vous en avais parlé un petit peu. X-Men Dark Phoenix qui est sorti, si je dis pas de bêtises, au mois de mars. On a des films comme ça, quand on sait plus trop les caser, on flippe que ça va pas marcher. Je crois que le Deadpool 1 était sorti en mars. Je crois que c'était ça, hein, si je dis pas de bêtises. Dans cette période-là, c'est ce que j'appelle les pré-blockbusters, c'est-à-dire les blockbusters où on a mis du pognon, mais on se rend compte que merde, le public risque de pas être content, on va pas prendre le risque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'année est coupée, scancée comme ça, de manière très précise et intelligible. Et donc, la question se pose, une réouverture aussi violente et forte, j'ai vu 3 catégories de films. On a bien sûr les blockbusters qui ont coûté extrêmement cher et qui ne peuvent plus attendre. Je ne parle pas des blockbusters de Disney. Disney a les moyens, l'a prouvé, de sortir des blockbusters en streaming et d'accepter, d'essuyer, grosso modo, l'échec. Je mets de gros guillemets. Les chiffres vont bientôt sortir et bien sûr je vous en parlerai des pseudo-échecs de par exemple Mulan qui était sorti en streaming, essentiellement en streaming, de Soul par exemple, le dernier Pixar qui est donc sorti en streaming à Noël, bref, des soi-disant échecs en streaming que devrait encaisser Disney par rapport à ça. Mais j'insiste, pour moi c'est des soi-disant échecs, tout simplement parce que le merchandising a marché à plein et Disney fait énormément d'argent sur le merchandising, donc arrêtons de nous affoler pour eux et de nous inquiéter pour Mickey et ses grandes oreilles, tout va très bien pour lui. Je l'ai eu au téléphone dernièrement d'ailleurs, il faut qu'on se retrouve, lui et moi, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis un peu en manque et que, bref, c'est ma vie personnelle, je voulais pas vous en parler, excusez-moi, je sais que beaucoup m'ont critiqué en disant que je devrais plus raconter mes histoires personnelles avec Mickey, mais comme je sais qu'il écoute et que maintenant je le tiens un peu juridiquement avec ça, il est obligé de me voir. Donc voilà, excusez-moi, je sais que ça vous fait plaisir de soutenir ma vie sentimentale avec lui, donc voilà, merci à vous. Ça suffit. Ça suffit. Et je ne donnerai aucune explication, autrement que celle que j'écrirai moi-même. Donc, notre cher Mickey n'a pas à avoir peur de cette situation. Pour lui, on va attendre les chiffres, mais à mon avis, ça va rouler. C'est plus pour des boîtes qui sont clairement beaucoup plus inquiètes de ce que pense le public de leur production. Je vous ai assez parlé en long, en large et en travers de Warner Bros avec les films d'ici. C'est pas pour faire les malins que les exécutifs de Warner Bros changent de braquet à chaque nouveau film qui sort. C'est parce que clairement, financièrement parlant, Warner Bros arrive moins à encaisser des échecs, ou alors, peut-être que je me trompe, hein, c'est ma lecture, mais en tout cas, j'ai jamais cherché si Warner Bros appartenait à un groupe qui est plus costaud financièrement que Disney. Je ne pense pas, hein. Mais c'est possible, hein, il y a des énormes groupes financiers comme Viacom,
comment dire, Viacom, c'est qui qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... maintenant, j'ai plus forcément de... Je crois... je sais plus, il faudrait que je cherche. Mais Viacom, c'est un énorme groupe qui fait de la communication, de la pub. Enfin, vraiment, c'est énorme. La Paramount appartient à Viacom, mais c'est loin d'être la partie principale de Viacom. Donc, par exemple, Viacom, eux, quand il y a des productions Paramount, Viacom met la pression sur Paramount. Paramount, c'est un nain dans Viacom. Ça n'existe pas dans Viacom. Enfin, c'est pour vous donner une échelle d'idée, je crois que Viacom, ils ont les droits d'une partie du Super Bowl et des choses comme ça. Franchement, je suis plus certain. J'ai vraiment vérifié de votre côté. Je ne suis vraiment plus sûr de ces informations-là. Mais c'est un ogre financier qui peut mettre la pression sans problème à des soi-disant marques extrêmement populaires qu'on penserait être dans une hégémonie financière. Donc, il est possible, je n'ai jamais cherché, il faudrait que je cherche d'ailleurs, si Warner Bros. Appartient à un groupe de ce type-là, par définition, Warner Bros. Peut tout à fait avoir une pression qui vient d'au-dessus et qui l'écrase sans arrêt. Mais je ne pense pas. Je pense que Warner Bros. A grosso modo son panel et s'appartient à lui-même. D'ailleurs, le fait qu'il s'allie à un groupe comme HBO, pour moi, est une forme de recherche de soutien ou de création de nouveaux monstres de golem pour résister à Disney, au moins dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, et notamment du streaming, j'en ai déjà assez parlé, notamment dans ma news à laquelle je vous renvoie sur Justice League, encore une fois, je vais vraiment plus en détail là-dessus, mais grosso modo, je pense que pour Warner Bros, l'échec potentiel de Wonder Woman 84 en streaming, et sa toute petite sortie au cinéma international a de grosses difficultés, et son échec notamment en Chine, ce sera beaucoup plus dur à encaisser, à mon sens. Et c'est pas pour rien que Warner Bros. Essaye de nouveau de relancer, malgré la sortie de Justice League, malgré le succès, et je pèse mes mots, je sais que beaucoup de sites ont dit que Warner Bros. Estimait que c'était un échec, mais j'insiste, regardez les chiffres, c'est loin d'être un échec, c'est même une réussite en termes d'abonnement, ce que le Snyder Cut a réussi à créer sur HBO Max. Nonobstant, ça veut juste dire que Warner Bros. Avait besoin de beaucoup plus que ça. Que le Snyder Cut devait exploser Internet, je caricature, ça n'a pas été le cas, ça a très très bien marché, les critiques sont dithyrambiques, je pense de manière excessive, et je vous renvoie à ma critique complète, j'ai fait 2 heures sur le Snyder Cut, donc n'hésitez pas à y aller, et écoutez les morceaux que vous voulez, si vous voulez les conclusions, allez plutôt vers les conclusions, spoiler et sans spoiler si vous l'avez vu ou pas, mais en l'occurrence, on va dire le fait est que Warner Bros n'a pas l'air d'être satisfait et sont déjà en train de relancer un nouveau projet de Superman. De nouveau, c'est revenu au devant de la piste. Un Superman Black, blablabla. Oui, évidemment, beaucoup de gens vont sortir avec ces Black Lives Matter et tout ça. Oui, c'est possible que le mouvement Black Lives Matter a soutenu, a poussé Warner Bros à y aller, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait entendable, surtout avec un groupement financier aussi monstrueux, mais j'insiste, le projet d'un Superman Black est dans les tuyaux depuis assez longtemps à Warner Bros. Il a juste fait des allers-retours avec d'abord l'annonce du départ d'Henry Cavill, après Henry Cavill qui a accepté qu'on le renomme dans le Snyder Cut et grosso modo qui a soutenu le Snyder Cut et qui a dit du coup, qui a sur internet communiqué sur le fait qu'il aimerait faire de nouveau des films de Superman, donc Warner Bros a de nouveau rétro-pédalé et c'est logique, c'est intelligent. Je vous rappelle que les Superman de Man of Steel a très 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 bien marché, c'est pas du tout un échec commercial, loin de là, donc Warner Bros n'est pas idiot, ils vont prendre un énorme risque à faire un Superman Black, ils savent pas comment les gens vont le recevoir, tandis qu'avec Henry Cavill, ils savent que ce Superman là a tendance à être apprécié, même s'ils ont peur du fameux effet, vous savez, tout le monde adore, toutes les critiques sont contents, mais il y a ce fameux gouffre entre les critiques et le public qui fait que tu sors le film et d'un seul coup ça se plante complètement. Les critiques disent toujours c'est génial, mais le public n'est plus du tout dedans et t'as paumé énormément de pognon, ou tout du moins t'as gagné beaucoup moins que ce que t'espérais. Bref, vous avez compris le délire, il va y avoir une division comme ça de blockbusters qui vont déferler littéralement sur les salles. Je pense vraiment qu'on va avoir un été saturé de blockbusters, je le pense sincèrement. Peut-être que je me trompe, et tant mieux si je me trompe, parce que je pense que ça va être assez indigeste, et que des films de qualité vont complètement être relégués à leur statut de blockbuster, ou au contraire au statut de ne pas en être. Parce que oui, ma deuxième catégorie de films qui vont subir de plein fouet ça, c'est tous ces films indépendants qui attendent depuis plus d'1 an de sortir et qui ne pouvaient pas se permettre de sortir tout de suite en streaming et qui n'ont pas pu accepter les offres à minima de Netflix ou d'autres systèmes de streaming, qui n'ont tout simplement pas pu accepter après le coût de la production de sortir comme ça, qui ont besoin de la sortie cinéma, qui vont sortir dans des conditions en plus sanitaires difficiles, qui vont encore réduire le nombre de places dans le nombre de tickets par définition de chacune de leurs séances, qui vont pas avoir les moyens de durer longtemps probablement, à moins d'être un énorme succès de l'été, et les exploitants de cinéma ne pourront pas cette fois
fois-ci, non plus leur donner un passe-droit. En disant, oui, bah écoutez, on attend, on va le laisser encore une semaine ou deux gratuit pour vous aider, parce que c'est un beau film et tout. Les exploitants ne peuvent pas le faire. Ils ont trop été en difficulté, ils attendent depuis trop longtemps de réouvrir. Malheureusement, nous allons assister probablement à un massacre du cinéma indépendant. Et ça, je pense que c'est grave. Je pense que les répercussions de la pandémie ne font que commencer. Je pense que malheureusement, et c'est pour ça que je voulais parler de cette deuxième catégorie de films, je voulais parler des blockbusters, je voulais parler de cette catégorie de films-là, parce que malheureusement, ça va être un peu le massacre, et c'est triste, et c'est quelque chose que dont j'ai envie de parler un petit peu ici, de manière simple, en vous disant une chose simple. Essayons de nous engager tous. Moi, perso, je n'aurais pas l'opportunité d'aller au cinéma. Ma vie de famille fait que je n'ai plus le temps d'y aller. Ça me frustre énormément, mais c'est juste une réalité. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir aller au cinéma. Mais je tiens à m'adresser, dans les gens qui m'écoutent, à ceux qui ont le temps d'y aller. Et j'aimerais vous enjoindre à faire un petit exercice. Ce serait de dire, je vais voir un blockbuster. Et vous avez raison, vous aimez ce cinéma-là, moi aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Mais pour un blockbuster que vous allez voir, allez voir un film plus confidentiel, un film d'auteur, un film différent. Prenez un risque. C'est pour moi... Pourquoi je vous demande de faire ça? Pourquoi j'aimerais qu'on fasse tous ça un peu si on le peut? C'est parce que le cinéma, l'avenir du cinéma va se dessiner là cet été. Je sais que ça peut paraître radical ce que je suis en train de vous dire, mais je le pense sincèrement. Il y a beaucoup trop de films. Je parle du cinéma au cinéma. Va vraiment... Ne laissez pas mourir la différence au cinéma grand public. Les blockbusters pourraient connaître cet été l'une de leurs plus grandes victoires, c'est-à-dire leur hégémonie. Et malheureusement, le rythme de production des blockbusters n'a jamais arrêté d'augmenter ces dernières années, et la pandémie risque d'ouvrir une porte terrible, qui est celle de voir les exploitants indépendants devoir courir sans arrêt derrière ça pour rattraper cette année et demie qui a été horrible pour eux, et d'ouvrir la porte, d'être obligé, grosso modo, de donner du prêt à consommer, donc du blockbuster constant. Et ne vous leurrez pas, les très très grosses productions, Disney et Mickey en tête, ils espèrent qu'une chose, c'est que les diffuseurs soient obligés à un moment donné, doivent compter sur eux sans arrêt. C'est-à-dire d'être tout le temps en train d'éponger une année horrible sur les 10 prochaines années qui viennent, et donc habituer les spectateurs à une surabondance de superproductions, de blockbusters extrêmement chers, et donc de créer un nouveau cinéma prêt à consommer qui serait constamment le même. J'insiste, il faut vraiment avoir conscience de ce qui va se produire, parce que je pense qu'on a devant nous un énorme choix politique à faire, et je fais exprès de mettre un mot que vous n'aimez pas entendre, mais oui, je sais, ça vous gratte les oreilles, mais de temps à autre, je suis aussi là pour vous gratter là où ça... Je peux pas toujours vous caresser dans le bon sens et vous provoquer de la jouissance auditive. À un moment donné, il faut aussi que ça gratte en disant « Ah, mais je vais me sortir ça de l'oreille. » Non, tu l'as entendu. Il y a quelque chose de politique qui va aussi se passer cet été avec la réouverture du cinéma. Il faut qu'on en ait tous conscience et qu'on agisse un tant soit peu avec nos moyens pour limiter la casse. Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque.